Vous êtes bien dans un état critique et saison 2, épisode 9. Au programme de cet épisode, Mouse Costaud, les rayons et les ombres, projet dernière chance, Alter Ego, The Bride, et si on a le temps, on discutera rapidement d'autres films que chacun a vus et dont il a envie de parler. Bref, ça va être long, mais ça va être bon. Dans la rubrique « Qu'est-ce qui s'est passé durant ce dernier mois dans les actus ciné et qu'est-ce qu'on en pense ?», nous reviendrons sur les résultats des Oscars pour savoir qui d'entre nous avait vu juste au niveau des pronostics et petite review sur qui est mort ce mois-ci. Olivier, comme d'habitude, nous fera un nouveau point box-office du mois de mars en France et dans le monde. Le film Vintage nous a fait découvrir ou redécouvrir un dessin animé plus que subversif dont le visionnage, alors là je vous préviens, n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et en fin d'épisode, nos recommandations à voir, à lire, à écouter, à manger, pourquoi pas. Avec moi, comme d'habitude, Christophe du site Critique d'un passionné. Et là, on le voit apparaître, il a enfin une caméra. Salut Christophe. Bonjour tout le monde. Et bien sûr, nous avons le Chuck Norris de la critique, Olivier, qui apparaît ici avec cette magnifique coupe de cheveux. Bah voilà, c'est ça. C'est l'hommage à Chuck Norris. Salut. Je sais pas où il est, mais il est là. Salut Olivier. Salut. Et puis, bien sûr, nous avons aussi le grand retour de Florian Maubert qui... Ah non, excusez-moi, on me prévient en régie. Ah non, en fait, Florian Maubert n'est toujours pas là. Ah. Et alors, bon, c'est pas grave, on va avoir avec nous de nouveau Nicolas Maury. Ah, excusez-moi encore, j'ai un petit problème. Ah non, il a décidé de ne pas venir suite à l'évocation du film Vintage qui avait été proposé le mois dernier. Très bien. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir, dans ces cas-là, une critique, une femme critique. Et non, on me dit qu'on n'a pas non plus de femme critique. Ce qui me permet de passer une petite annonce ici. Oui, voilà, c'est un peu trop masculin. Ici, il y a un tout petit peu trop de testostérone. Et ce serait bien quand même d'avoir des avis aussi féminins. Donc, si vous aimez le cinéma comme nous aimons le cinéma, et que vous regardez, que vous voyez des films, et que vous voulez participer à cette émission, nous recherchons des chroniqueuses. Vous voyez, tout se passe très bien, chacun à distance. Il vous suffit d'avoir ce qu'il faut pour filmer, de venir sur le Discord, et puis, voilà, vous nous ferez part des films que vous avez vus, et vous viendrez débattre avec nous. Merveilleusement bien. Alors, je bafouille parce que j'ai pas préparé ce texte, en fait. Avant de commencer, bien évidemment, si vous aimez ce podcast, si vous voulez le soutenir, abonnez-vous sur toutes les plateformes possibles. Mettez-nous un petit commentaire, un petit pouce en l'air, c'est peu pour vous, c'est grand pour nous. Et restez bien jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on a une petite surprise. Voilà, sortez les pop-corns, qu'on soit dans vos oreilles ou devant vous, on vous emmène au cinoche. Bon, les amis, après cette introduction beaucoup trop longue, nous allons parler bien évidemment cinéma. En tout cas, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des commentaires, parce que sachant qu'un petit peu aujourd'hui, dans notre groupe, pour le moment, avec Christophe, on s'occupe un petit peu de la communication. Olivier commence aussi à s'en occuper, mais ça, on vous garde ça pour la fin de l'émission. Je ne sais pas si on a eu des commentaires sur la page YouTube pour le moment, Christophe. Je n'ai pas fait attention. Voilà, donc on est bien. Mais je ne pense pas parce que j'aurais reçu une notification. Tu aurais peut-être reçu effectivement des notifications. Ouais. Bon, en tout cas, moi j'ai eu des retours de personnes qui nous disaient tiens, ça c'est bien, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Merci aux personnes qui nous ont déjà fait des retours. Et vous voyez, maintenant on va essayer de faire ça tout le temps, un petit peu en vidéo, puis on va essayer de garder. Je vais essayer d'améliorer le setup de mieux en mieux. Voilà. Après cette très longue introduction de 4 minutes 10, on va parler de ce pourquoi on est là. Évidemment, nous allons parler de films et hop, magie du direct. Le premier film dont nous allons parler, bien évidemment, c'est le gros blockbuster français qui est sorti au mois de mars. Sachant qu'on va parler d'autres choses qui risquent d'énerver certains d'entre nous. Mais comme d'habitude, mon cher Christophe, petit gros plan sur toi, fais ton regard de Latin Lover, c'est à toi de faire le pitch des rayons et les ombres. Waouh. Donc, c'est un drame historique de Xavier Giannoli. Durant la Seconde Guerre mondiale, Jean Luchène, un journaliste humaniste, et sa fille Corinne, rêvant de devenir actrice,
vont être pris dans l'engrenage de la collaboration. Alors, on a vu tous les trois ce film. Pour le coup, on a posé chacun un RTT. Le film, il fait combien de temps? C'est 3h15, hein, c'est ça? C'est ça. 3h16. Ah bah voilà, Olivier, il a même compté les... Alors vas-y, La précision. puisque Olivier, tu veux être précis, c'est pas toi le premier. On va laisser Christophe parler en premier de ce qu'il a pensé des Rayons et des Ombres. Alors, j'en ai pensé beaucoup de bien. Déjà parce que le film ne tombe jamais dans la caricature des collaborationnistes. Ouais. Il va justement plutôt travailler sur la zone grise. Il va expliquer les choix de Jean Dujardin sans jamais chercher à les excuser. Et son personnage est vraiment complexe parce qu'à la base, c'est un mec et un humaniste vraiment convaincu. Il œuvre vraiment pour la paix. Et le fait d'être un ami très proche d'Otto, qui lui était une taupe des nazis en France pour gérer la collaboration et puis toute la gestion des déportations et compagnie, il va être pris dans dans un engrenage moral et il va plus le maîtriser et ça va le dépasser. Et en miroir, il y a sa fille qui, elle, veut devenir actrice et c'est le cœur émotionnel du film. C'est elle qui raconte l'histoire. Et elle apporte un regard extérieur à tout ce qui se passe. En fait, elle et son père tu sens qu'ils sont un peu aveuglés par tout ce qui se passe en France, parce qu'on te voit, et c'est là que c'est fort dans la mise en scène, on voit jamais la guerre ou la déportation en elle-même. On voit jamais la famine dans les rues de Paris, on voit jamais les rafles, les déportations. Un peu comme si on était à la place des acteurs, des personnages. Alors que nous, en tant que spectateurs, on sait ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui crée un gros côté malaisant au film. Et je pense que certains peuvent reprocher ça, mais moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de justement se recentrer sur ce côté. Il y a un côté très mondain, il y a énormément de fêtes et c'est assez délirant. Il y a des fêtes avec les gars, ils bouffent du caviar et des langoustes et compagnie. C'était mieux avant la collaboration quand même. Hein. C'est ça. Et il y a, alors je ne sais pas parce que c'est basé sur une histoire vraie, parce que les personnages ont vraiment existé. Ouais. La tuberculose est très présente. Le père et la fille l'ont. Alors je ne sais pas s'ils l'ont vraiment eu. Et si c'est quelque chose qui a été ajouté à l'histoire, je trouve que c'est bien foutu parce que ça apporte une métaphore au truc, parce que les gars ils sont gangrénés par leur maladie, mais sont aussi gangrénés par rapport à leurs choix moraux. Et puis le film résonne pas mal avec l'actualité de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et notamment, de toute façon, dans tout ce que j'ai vu de Xavier Giannoli, il est tout le temps en train de critiquer la presse. Il y a toujours une critique de la presse dans Les Illusions perdues, c'était au centre des récits. Il a fait une série aussi où c'était un peu le sujet. Et là encore, c'est un journaliste, donc il y a ce côté de la presse fait les choix d'éditoriaux qu'ils veulent et les lecteurs vont être pris dans un engrenage pareil. Et... Non, très, très très bon film. Il est long, mais je trouve qu'il fallait cette longueur-là pour vraiment exploiter tout ça. Avant de passer la parole à Olivier, voilà, tu seras bon dernier. Moi, je vais un peu minimiser par rapport à toi. La longueur du film m'a pas gêné. Le cinéma de Giannoli, je le trouve vraiment formidable. Je pense que petit à petit, le temps passant, je le révise un tout petit peu à la baisse, même si je suis complètement conscient de toutes les qualités dont tu as parlé. Ce qui m'a gêné quand même dans le film, je l'ai trouvé intéressante, Nastia Golubeva, donc encore une Nepo Babies, hein, la fille de Léo Scarax. Sa scène de casting est très bien foutue parce que pour le coup, c'est une révélation de son personnage. Et aussi, moi, je la connaissais pas, cette actrice. Non, moi non plus. Casting est assez folle, je trouve. Ouais, elle est très très bien dessus. Mais tout le reste de la voix off, je la trouve mais désincarnée à mort. Et il y a un truc que je trouve un petit peu forcé.
chez elle et qui m'a un petit peu gêné. Alors je sais pas si en tout cas le film parle de, enfin évidemment le film parle de tuberculose, mais je pense qu'il n'y a pas un plan sans qu'il y ait un mec qui s'allume une cigarette. On se croirait dans un film d'Olivier Marchal. Je pense que les comédiens, je ne sais pas si les comédiens ont eu une possibilité de faire marcher leur assurance vie derrière en termes de cancer du poumon. mais il y a des chances quand même que ça. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé sur le tournage, mais ça devait être sacrément fumé. Cela dit, il semblerait qu'il y a eu sur le tournage quelques problèmes, principalement avec Giannoli, qui était plutôt accusé d'être assez dictatorial. Bref, je termine là-dessus. C'est un très bon film. Là-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'est un film très ambitieux sur ce que tu dis, sur ce qu'il raconte, parce que tu parles d'Otto il devient une taupe, presque malgré lui, et tous ces gens-là sont tenus par le fric, et puis on comprend tout à fait les parallèles qu'on peut faire aujourd'hui. Mais voilà, alors j'aime beaucoup l'affiche, hein, la photo est très très belle là, en tout cas qu'on voit. Mais je pense que cette comédienne m'a assez souvent fait sortir du récit, et je trouve qu'il y a un moment de déséquilibre dans le film quand elle va dans le sanatorium, et en fait il y a un truc où elle disparaît, et puis tout ça c'est un petit peu long. Voilà, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de cette forme pour moi de flashback? Je suis pas, en tout cas c'est ce qui me touche un tout petit peu le moins. Olivier, c'est à toi. La forme de flashback, pour moi, elle est annoncée dès le début, parce que dès le début où elle s'enregistre, elle dit elle-même qu'elle se souvient plus totalement des faits, et donc ça nous dit que dans ce qui va être raconté, il y a des choses qui sont réelles et des choses qui sont de ses souvenirs. Pour moi, ça a un sens. Oui, non, mais attention, je remets pas en cause. Je dis Alors juste que que s'il n'y le avait pas choix. Ouais, mais ce choix de narration, tout aurait été vrai. bah, oui et non, enfin tout peut être vrai, pour moi c'est pas le problème. C'est que si tu avais un choix un petit peu linéaire, t'avais pas besoin de ce quart d'heure de mise en place, d'autant qu'on sait ce qu'on vient voir, et je trouve que c'est un peu long, et je trouve que cette voix off, moi, m'a gêné beaucoup. Allez Olivier, c'est à toi, vas-y. Je peux y aller? Bah là c'est bon, c'est à toi, vas-y. Non, alors déjà, moi, un film qui fait polémique comme ça, c'est-à-dire l'extrême droite, qui voit un film gauchias et à gauche, on trouve que ça fait un peu preuve de complaisance. Moi, j'adore. Euh, Sérieusement, non, mais Ça c'est un extrait, ça. je serais plus d'accord avec Christophe sur tout ce qu'il a dit. Je trouve qu'il a très bien parlé du film. Voilà, j'allais juste le reprendre un peu sur Otto, qui est une taupe. Effectivement, il le devient, et il met même un moment à le devenir, hein. Hmm. Il joue un peu double jeu pendant un moment, le personnage de son ami allemand. Alors juste Lilian, hein, maintenant, bon, t'as dû dire ça second degré, hein, mais c'est des fausses clopes sur les tournages, hein. Non mais. Euh, non, mais Ah c'était bon? au cas où il y a des gens qui pensent ultra premier degré. Euh, non, non, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, les comédiens sont vraiment investis. Moi, la mise en place me dérange pas du tout. Au contraire, moi je trouve que tout le début du film m'a sauté à la gorge. Cette scène je raconte pas grand-chose, hein, mais cette scène dans le parc avec la gamine et tout, moi ça m'a sauté à la gueule comme ça. Je trouve que c'est plutôt bien vu, et je trouve que tous les effets de flashback, plutôt qu'un truc linéaire comme on le voit souvent, c'est ce que je critique souvent dans les biopics, moi, et même dans certains films de guerre d'ailleurs. Euh, moi, j'ai trouvé que les flashbacks étaient bienvenus. Ça amenait une force au film. Euh, Dujardin, je l'ai trouvé. Vous en avez pas. Enfin, vous avez dit qu'il était très bien, mais moi, j'ai trouvé Dujardin excellent. Je trouve qu'il se bonifie vraiment de film en film. Et comme nous. Euh, Toi Il est comme peut-être. nous, ouais. Toi peut-être. La mise en scène, le montage, j'ai trouvé ça hyper soigné. Enfin, plutôt fan de Giannoli, effectivement. Il y a des longueurs. Pour moi, pour le coup, il y a beaucoup de longueurs. Et il y a
Alors, beaucoup de longueur, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Lilian, sur tout ce qui est sanatorium et tout ça. Et puis, il y a des scènes inutiles, moi, les scènes d'orgie, partouze, machin, les Allemands. En plus, on l'a vu déjà dans plein de films ou des séries sur la Seconde Guerre mondiale. On savait que les mecs, ils étaient à Paris, ils festoyaient pendant que c'était la zermie dans Et puis Paris. t'es pas obligé d'en voir 50. Oui, en plus, Hmm. c'est un peu comme dans les pornos, quoi. Ça va, on a compris qu'il. Non, mais, non, mais Désolé, je sais pas. si on cherchait des extraits à mettre en ligne, je pense que tous les extraits à mettre en ligne, c'est forcément avec toi. Je pense que t'es le seul critique au monde à faire un À parallèle comparer le rayon et les ombres à un porno. entre le porno et le rayon et les ombres, quoi. Enfin, Cela dit, attention, il y a un film qui s'appelle Portier de nuit. Euh, c'est un réalisateur italien avec Charlotte Rampling, où justement c'est centré là-dessus et Hmm, qui en montre beaucoup là-dessus. hmm. Voilà, si on veut lier cul et nazisme, c'est bizarre comme phrase. Il y a ce film Portier de nuit avec Charlotte Rampling, un film des années 70 qui est très très bon. Non, mais à côté de ça, moi je trouve surtout la force du film, c'est que ça montre tellement de choses intéressantes, notamment finalement il y avait des degrés de collaborationnisme idéologique ou intéressé dans le cadre du personnage du Jardin. Je crois qu'on est dans quelque chose entre l'intérêt effectivement et la naïveté. Je trouve que le personnage a comme tu disais, Christophe, hein, c'est un vrai humaniste au départ et il veut y croire jusqu'au bout. Bon, ce qui n'empêche pas de s'arranger avec ses vices aussi. Je ne veux pas trop en dire. Mais ouais, il y a une sorte d'idéaliste corrompu. Euh, je trouve que ça, c'est un truc qui est très intéressant dans ce qui est montré. Giannoli hésite pas à mettre les pieds en place aussi sur ce qu'était, ça faut le dire, sur ce qu'était la France à l'époque, ce qu'étaient les Français à l'époque, par exemple sur la culture de l'antisémitisme en France. Euh, et ils le disent d'ailleurs à un moment dans le film, il ne faut pas oublier que les rafles dans Paris, les juifs, ce qu'ils appellent les juifs étrangers, ça n'a jamais été demandé par les nazis. Hein, c'était certains Français qui faisaient un peu trop de zèle. Hmm. C'est bien dit dans le film d'ailleurs. Euh, et donc, pour terminer, ce que je trouve d'ultra intéressant, et on le voit sur la fin, même avec ses voix off et tout, que t'aimes pas trop, Lilian, c'est le film, il prouve encore, et avec talent, que cette période, elle reste compliquée à juger si on veut pas sombrer dans la caricature. Pour moi, Hmm. je pense que c'est la plus grande réussite du film. Et puis oui, tu l'as dit, hein, il y a de l'ambition, voilà. Euh, et ça le rend effectivement très clivant. Et encore une fois, hein, j'en blaguais au début, mais c'est ce qui fait aussi la force d'un film. Pour moi, ça prouve en général qu'un film, il a quelque chose à raconter quand finalement les deux extrêmes comme ça s'opposent. Et je voulais juste rajouter un dernier truc, j'y ai pensé en voyant Dujardin dominé comme ça dans le film. Je pense que s'ils font un biopic sur Chirac, Dujardin number one. Voilà. Et moi, j'ai vraiment une question à te poser, Olivier. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, Bah, est-ce qu'on aurait été meilleur ou pire? On ne le voilà. saura jamais. Et on préfère ne pas se poser la question. On préfère dire qu'on aurait tous été des gens moulins, mais je suis pas convaincu que ça aurait été le cas. Ouais. Exactement. Mais on serait peut-être au Panthéon maintenant. Ouais, mais on n'en aurait plus rien à foutre en Après, même les temps. gens- Alors, ensuite, nous allons parler de Ah, The Bride. Alors, celui-là, tu l'as pas vu, Olivier, je crois. non, Ok. Christophe, j'ai pas bien fait. je te laisse donner le pitch as usual. Donc c'est un film américain de Maggie Gyllenhaal. C'est un drame, un film d'épouvante, une romance, un thriller, un film musical, une comédie noire, bref, un joyeux bordel.
Franck, rongé par la solitude, se fait créer une compagne par une scientifique visionnaire. Ce couple marginal va vivre une relation intense et partir dans une cavale où la fiancée va découvrir le monde et sa propre conscience. Alors, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense que elle s'appelle Maggie Gyllenhaal. En fait, Jack Gyllenhaal. C'est tout ce que je peux dire sur le film. Voilà, et bah, je pense que moi je vais pas en dire plus non plus, parce que je pense à peu près, je sais pas moi, tout détesté. Alors, ça me fait regretter de ne pas avoir vu Jessie Buckley dans Hamnet, donc je vais rattraper ça. J'ai découvert que c'était une chanteuse exceptionnelle aussi à côté de ça. Mais tout dans le film m'a ennuyé. Enfin, je me suis rarement emmerdé comme ça ces derniers temps devant un film. Je trouvais que c'était pompeux, je trouvais que c'était hyper... ah bah tiens, je vais utiliser un mot que Christophe adore, c'est hyper prouveur et c'est chiant à mourir, ça se veut un télo. La démonstration du féminisme, mais elle est tellement mise comme ça dans ta tête que c'est très chiant, c'est con, ça n'a aucun putain d'intérêt. Christophe, est-ce que tu vas relever le niveau de cette critique? Un petit peu quand même, parce que moi j'ai quand même des choses à sauver. Mais le film a un gros souci, c'est que c'est foutraque, ça dégueule de partout, tout est rentré au chausse-pied. Ouais. Tous les genres cinématographiques, il n'y a aucun lien, il y a des gros problèmes d'écriture en termes de tout ce qui est l'intrigue des flics. Et les gars, à chaque fois, ils arrivent à les retrouver Mais comme ça, par hasard, ils retrouvent toujours, ils retrouvent toujours leur piste. Il y a d'énormes facilités. Et ça a fait beaucoup penser à Joker 2, c'est le même scénario, c'est assez fou à quel point ça se ressemble. Et d'ailleurs, ça se ressemble au point que à la photographie et à la musique, c'est les mêmes personnes. Mm. Et après, moi, Jessie Buckley, je la trouve bien son personnage, je trouve qu'il est entre la fragilité et la folie, je trouve qu'elle gère bien son personnage. Après, elle n'est pas aidée par le scénario, mais je trouve qu'elle est plutôt bonne dedans. Oui. Et après, il y a quand même des trucs sympas. Le fait d'avoir placé l'histoire en 1930, c'est l'année du premier Frankenstein. C'est l'âge d'or de la comédie musicale et la comédie musicale est très importante dans le film, Frankenstein, parce que dans le film, la créature s'appelle Frankenstein. Il clôt le débat de est-ce que la créature s'appelle ou pas Frankenstein. Dans Alors, ce film-là, ce qui est drôle, elle s'appelle c'est Frankenstein. non, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent est-ce qu'il s'appelle Frankenstein ou Frankenstein? Oui, en plus, il y a ça. Dans le film. Mais ça, je pense que c'est un hasard parce que ça collait trop à l'actualité. Je pense pas qu'ils aient retourné la scène pour. Non, ils n'ont pas retourné. Et d'ailleurs, moi, avant ça, parce que moi, d'après ce que j'en avais entendu parler avant, on dit Frankenstein, on dit pas Frankenstein. Et il y a une déformation. Aujourd'hui, on dit Frankenstein. Mais voilà, j'avais vu dans un reportage qui parlait de Frankenstein qu'à l'époque, on disait Frankenstein. Et petit à petit, ça a été changé. Ouais, bah on Est-ce va que plus, c'est vrai on ou va pas? plus. Il y a Et que voilà. Einstein qui va racheter Einstein dans cette histoire. Et Voilà. on dit Mérine, pas Après, Mesrine. le choix de 1930, ça colle aussi au côté patriarcal de la société parce que le film se veut féministe, mais je suis d'accord avec toi, il se loupe un peu, c'est souvent, ça manque de subtilité. Après, il y a quand même le côté, les deux personnages féminins, la fiancée et la flic, elles sont effacées au début et petit à petit, elles prennent de l'ampleur dans le film. Ça marche plutôt pas mal, mais il y a plein de scènes, il y a plein de scènes qui sont ouais, c'est trop facile ce que ça nous envoie à la gueule. Voilà, le film, pour moi, il est comme le monde, c'est comme le monstre, c'est un gros patchwork fait avec plein de morceaux, mais c'est pas beau à la fin. Et ce qui est un peu moins beau, c'est soit tu gueules dans ton micro et auquel cas tu baisses le gain, soit tu parles doucement parce que tu exploses, tu exploses mon. Ça marche. Voilà. On va pas en dire plus. Passons à Alter Ego. Ça, Olivier, tu ne l'as pas vu non plus, mais le prochain, tu l'as vu. Non plus. Alter Ego, Christophe, est-ce que tu peux nous donner le pitch? Alter Ego, c'est une comédie française de Nicolas Charlet et Bruno Lavenne. Alex vit tranquillement sa vie de français moyen. Tout va bien jusqu'au jour où son nouveau voisin s'installe. Le problème, c'est son sosie parfait avec des cheveux. Le pire étant qu'il semble être le seul à s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, pour le coup, j'ai plutôt apprécié. Et le point de départ du scénario, c'est assez improbable. C'est vraiment un film high concept. Ça fait vraiment penser au cinéma de Quentin Dupieux. Alors moi, Quentin Dupieux, j'aime pas souvent, mais quand j'aime beaucoup. Et souvent, je déteste. Et là, pour le coup, j'ai plutôt aimé. Et ce qui est bien, c'est que derrière toute cette comédie, il y a aussi une satire sociale sur l'image qu'on renvoie aux autres sur les réseaux sociaux, l'image qu'on renvoie, on voudrait qu'elle soit parfaite de nous, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis il y a de la mise en scène pour une comédie, la façon dont il sublime Lafitte, où même il y a une scène qui marche à mourir, où Lafitte joue les deux personnages dans le même plan séquence. Enfin, j'ai l'impression que c'est un plan séquence. Il joue les deux personnages à la fois. Ça marche extrêmement bien. Et puis le film marche surtout par son duo d'acteurs, par Laurent Lafitte. Et Laurent Lafitte, il est génialissime dans les deux rôles. Et il en a un où il est totalement pathétique et l'autre, il est insupportable. Il y a de l'humour grinçant. Après, moi, je trouve qu'il y a un problème de rythme. La première partie, je trouve que c'est un peu long à se mettre en place. C'est un peu redondant dans les effets. Mais le dernier acte, c'est à mourir de rire au point que le film s'arrête très brutalement. Et quand ça s'arrête, bah, t'en veux encore un peu plus. Mais ouais, j'ai passé plutôt un bon moment. Ouais, très bien. Tu peux baisser encore un petit peu ton gain même. Ça marche. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Surtout, il y a Marc Fraise qui a un second rôle qui est très 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 désopilant. Je suis d'accord sur Avec une l'ensemble. très belle chevelure aussi. Avec une très belle chevelure, comme quoi tout est un problème de cheveux. Non, il est très bon. Olivier, est-ce que ça te donne envie de le rattraper celui-là? Ah, mais moi, j'avais très envie de le voir parce que le film qu'ils avaient fait il y a un moment là, avec Chabat, Ouais. où il était dans le corps C'est la personne aux deux personnes, c'est ça, non? d'un chanteur. Voilà, ouais, non, c'est la personne aux deux personnes, c'est pas. Si, c'est peut-être ça, ouais, ouais. Enfin, je sais plus, je me souviens plus du titre, mais c'était déjà très drôle. C'est eux qui faisaient Oui, oui. les messages à caractère informatif. Ouais. C'était vraiment très Bah, intéressant. la société dans laquelle il Voilà, travaille, c'est la société de messages à caractère informatif dans le film. Voilà. énorme, Et baisse encore énorme. ton gain. Ça me donne très envie. Ça va être mon gag récurrent de cet épisode avec Christophe, baisse ton gain. Voilà, non. Bon, je pense qu'au moment où on enregistre et que vous verrez cette vidéo fin mars, tout début avril, le film sera peut-être plus distribué, mais je sais pas. Alors, de toute façon, tu nous en parleras peut-être dans ton box-office, Olivier, mais je sais pas si ça a marché. En tout cas, la proposition, elle était... Non, ça n'a pas trop marché. ça C'est a pas mieux trop... que The Bah, Bride. ça a fait des scores à la Dupieux, hein. Mais D'ailleurs, c'est marrant parce il y a que une fin quand je même, là. rebondis sur ce que vous disiez, pardon. C'est juste, je voyais beaucoup sur X. J'ai du mal à dire, je dis tout le temps Twitter, moi. C'est marrant, les gens qui disaient ou qui faisaient des classements des meilleurs films de Quentin Dupieux, qui mettaient celui-là en premier, ou qui disaient le meilleur film de Quentin Dupieux. Voilà, c'était drôle. Non, mais ça me donne très envie. Mais c'est presque son meilleur film, à Ouais. Dupieux. Alors, projet. Ah! Ah. Alors là, sortez les popcorn de nouveau ou allez en rechercher si vous en avez depuis le début. Le fameux projet Dernière Chance qui va nous faire papoter un petit peu entre nous. Christophe, c'est à toi. Ah bah moi ça va aller vite, hein. Alors c'était une comédie de science-fiction américaine de Phil Lord et Christopher Miller. Un professeur de sciences se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial, sans aucun souvenir. Petit à petit, il va se souvenir de sa mission, sauver l'univers. Un objectif qui lui semble impossible jusqu'à sa rencontre avec un extraterrestre. Alors, si vous me permettez, je vais ouvrir le bal, hein, messieurs. Ça serait bien que on donne la durée aussi à chaque fois, Christophe. Je crois que c'est 2h30, quelque chose comme ça, celui-là. 2h36. Non, mais l'autre est tellement Ressenti 5 heures. Donc là, spoiler, vous avez l'avis de Christophe à qui on va pas donner la parole. Bon, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai un tout petit peu revu à la baisse quelque part depuis le temps que je l'ai vu, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours. Mais je trouve que déjà il a d'immenses qualités visuelles. Moi il y a des choses, alors tu parles de comédie,
il y a de la comédie, mais pour moi, c'est pas une comédie, c'est un film de science-fiction, très clairement, qui mélange entre Rencontre du troisième type, Contact, Interstellar. Enfin, on a parlé de tous ces films-là, bien évidemment, avant nous, et on verra bien ce que aussi vous en direz et quelles sont pour vous aussi vos références. Il y a un petit côté E.T. pour moi aussi là-dedans. Il y a plein de petites références en plus, hein, quand il tape quand il tape et qu'il fait le enfin c'est comment ça s'appelle, bah si, c'est la Rencontre du troisième type. Ouais, je suis pas dans la bonne tonalité là, c'est parce que je suis en C mineur, je suis en ut bémol, et donc je trouve que moi j'ai été très touché par cette histoire. J'étais très très ému. Pourtant cette espèce de caillou, et en plus qui est fait en quoi, animatronique, hein, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ouais, c'est de l'animatronique. Voilà, donc en réel. J'ai trouvé ça vraiment très 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 touchant. J'ai trouvé que Gosling était vachement bien. Quelque part, j'ai beaucoup aimé aussi Sophie Huller, hein, c'est ça, Ouais. que j'ai trouvé très froide et machin. Et il y a juste une scène, et voilà, on ne dévoile rien, il y a juste une scène où un moment, elle se révèle à travers un truc, et que je trouve absolument merveilleux, qui dit tout sur son personnage. Elle n'a pas besoin de plus, d'autant que c'est une Lilian? Pardon. Non, je voulais juste, à propos de cette scène, sans révéler rien du tout Ouais. évidemment, je voulais juste pour l'anecdote parce que je sais pas si vous êtes au courant, en fait, cette scène, alors les gens la découvriront, elle n'était pas dans le scénario. C'est le matin où ils allaient tourner les scènes annexes, hein, Mmh. dans la même scène, on va dire, la scène dans la scène. C'est une idée de Gosling Génial. qui a demandé au réalisateur de. Ils ont dit tiens, ça serait bien qu'elle fasse ça. Et ils l'ont Et fait en une demi-heure. mais bref, je vais pas faire plus long parce que c'est important qu'on ait un petit débat derrière. Moi, ça m'a beaucoup touché, cet extraterrestre m'a beaucoup touché. Les petites ficelles et le ressort de la comédie. Il y a de la comédie à l'intérieur, et je trouve ça justement plus digeste. Moi, j'ai pas ressenti les 5 heures dont va parler Christophe. J'ai été totalement client, totalement pris par cette histoire. Alors c'est vrai que pour le coup, Christophe qui ne regarde jamais une bande-annonce, là tu peux regretter quand même que dans la bande-annonce, il dévoile quelque chose que j'aurais aimé ne pas savoir au bout de 40 minutes de film. J'aurais vu la bande-annonce, j'aurais compris qu'il n'était pas adressé à moi, je serais pas allé le voir. Pour le Oui, coup. mais l'idée, c'est quand même d'aller voir des films au cinéma, parfois Oui, sur lesquels on n'est pas oui, toujours voilà. les. Et je pensais pas que Left-Handed Girl, tu vois, ça aurait été pour moi à la base. Le cinéma asiatique, je suis plutôt. C'est pas, je sens que c'est pas mon truc. Et pourtant, le film m'a tellement enchanté. Mais voilà, moi je trouve que c'est un excellent film. Je crois que ça cartonne. Enfin, Olivier en parlera. Voilà. Christophe, je t'en prie, tu peux sortir la mitraillette. On a nos Ah gilets non, parce pare-balles. que je vais pas être méchant, parce que c'est vraiment, moi je suis passé totalement à travers du truc, mais c'est vraiment personnel. Hmm. Parce que je lui reconnais des qualités au film, notamment bah, tout ce qui est toute la première partie, parce que ça convoque, tu disais Interstellar et Premier Contact, moi c'est deux chefs-d'œuvre pour moi, ça convoque aussi pas mal Seul sur Mars, et d'ailleurs c'est Oui. le scénariste, enfin c'est basé sur des bouquins, les deux films du même auteur, et il Hmm. y a pas mal de liens entre les deux films. Il y a toute l'image, c'est Greg Fraser, je crois. Elle est dingue, c'est celui qui a bossé sur le dernier Batman, qui bosse sur les dunes. Visuellement, c'est très très bien foutu. Le côté animatronics, tout est palpable. Ça, c'est très bien. Après, il y a un côté, j'ai l'impression d'avoir déjà vu tout ça en mieux, mais reste que c'était bien foutu. Donc pour le coup, c'était pas mal. Moi, c'est à partir de la rencontre avec l'extraterrestre où là, j'ai décroché, parce que le film prend une tournure. Enfin, moi, je trouve que ça prend une tournure vraiment assez comique. Pour le coup, ça devient pour moi une comédie. Et sauf que ça me fait pas rire, mais c'est personnel. C'est l'humour des blagues. Je vois qu'elles sont là, mais elles me font pas rire. Après, il y a aussi un problème de crédibilité. Étant donné que c'est dans la comédie, ça se comprend aussi. Mais tout ce qui est la facilité dont il communique avec l'extraterrestre, mais je trouve ça un peu abusé. Comme la façon dont il se met à gérer un vaisseau alors que le mec, il a jamais été formé, c'est abusé.
Et ça fait que petit à petit, j'ai une distance qui s'est installée. Je me suis absolument pas attaché au personnage. Et il y a l'ennui qui est arrivé. Et que l'ennui plus le film avançait, j'arrivais pas à m'investir. Donc je me suis fait chier à mourir. Et puis c'est long. Et il y a des twists sur retwists sur retwists. À chaque fois, je croyais que c'était fini. Et putain, ça redémarre, il y a une nouvelle fin. Et puis non, c'est pas la fin, ça redémarre. Ça a été très très long. Voilà. J'étais au cinéma, j'ai pas quitté la salle, j'aurais été chez moi, j'aurais pas fini le film. Après, c'est que le film n'est pas. Voilà, c'est un genre de film, c'est pas fait pour moi. Le Marsupilami ou dans un total autre genre, je dis pas que le Marsupilami c'est pas du tout le même humour, mais ou genre les films d'horreur qui sont des torture porn, c'est pas mon truc. Je vais pas les regarder parce que je sais que je vais pas apprécier. Hmm. Là, je serais voilà. C'est pas un film pour moi, mais voilà, je comprends que ça fonctionne, hein, parce que c'est pas mauvais, hein, c'est juste que je passe à travers ça. Ça fait 2 fois qu'on a utilisé le mot porno dans cette émission en moins de 35 minutes. Olivier, est-ce Mais que... torture porn, c'est autre chose. Je sais bien, bon, je suis pas idiot. Merci. Olivier, est-ce que tu vas défendre Ryan Gosling ou est-ce que tu vas continuer de l'enfoncer? Ah non, pas du tout. Alors déjà, moi, alors je sais pas où t'as chopé le truc, hein, ça vient peut-être pas de toi, comédie de science-fiction. Pour moi, déjà, c'est pas une comédie. Est-ce qu'on dit d'Interstellar, drame de science-fiction? Non, on dit science-fiction. Bon. Et enfin, je vais en parler après, mais pour moi, c'est pas comique, c'est drôle. C'est pas la même chose. Euh, Moi, j'ai adoré. Déjà, c'est une vraie épopée SF. Comme je suis désolé, mais on n'en a pas vu depuis longtemps. Alors oui, en fait, la SF et je suis très client, hein, alors attention, hein. Alors, moi, très sincèrement, il faudrait que je le revoie. Contact m'avait je m'étais un peu emmerdé, même beaucoup emmerdé pendant Contact de Zemeckis, très sincèrement. Il faudrait que je le revoie. Mais Premier Contact, Énorme. Interstellar, évidemment, Hmm. Ad Astra, moi, tout ça, c'est des films que j'ai adorés. Mais moi, je trouve que c'est une bouffée d'air frais, là, un peu. On voit une grande épopée SF. Euh, à certains moments, effectivement, on a presque l'impression de voir un film en bline. Euh, Ceux qui savent pas, c'était enfin, c'est toujours la société de production de Spielberg à l'époque de Retour vers le futur, E.T. et tout ça. Euh, dans le fond, effectivement, on en a parlé. L'extraterrestre, c'est de l'animatronique. Il n'y a pas un seul écran vert. Il y a des effets spéciaux, mais il n'y a pas un seul écran vert. C'est des vrais décors. Ils ont investi à mort dans les décors et tout ça, comme à l'époque de Star Wars et tout. Moi, je suis ultra client. Et puis voilà, c'est un. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un vrai film humaniste, optimiste. Euh, Justement, ça change d'Interstellar ou de Ad Astra, encore une fois, Hmm. qui sont des grands films. Mais ça, c'est complètement autre chose. Ça parle de solidarité, de refus du pessimisme, de dire que tout ça, ça peut faire avancer les choses. Je trouve que c'est idiot, hein, mais dans mon petit cœur, comme ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un truc qui fait du bien à voir et à entendre. Euh, euh, et encore une fois, dans la forme, la mise en scène, elle est hyper ludique. Gosling, il est extraordinaire. Moi, je le trouve même plus que bon. Je le trouve extraordinaire. Le gars est de toutes les scènes. Il y a toute une partie du film où il est tout seul. Euh, En termes enfin, de comédie, de drôlerie, il a des ruptures dans le jeu qui sont superbes. Il est ultra drôle. D'ailleurs, c'est marrant. Ces deux gars, les deux réals, qui ont, même s'ils les ont pas, ils les ont pas réalisés, mais les films du Spider-Verse, Hmm. ceux qui les ont écrits, ils ont fait Lego Movies, pour moi un film culte. Tempête de boulettes géantes qui sont très très drôles. Et c'est marrant, je trouve que Gosling, il est un peu dirigé comme un personnage d'animation, comme ça, justement, dans ses ruptures, quand il se retrouve dans les scènes, justement, que n'aime pas Christophe, de communication avec l'extraterrestre. Moi, je trouve ça drôle. Pour moi, c'est pas de la comédie, c'est drôle. L'extraterrestre, comme tu le dis, Lilian, c'est une caillasse. C'est même pas E.T. avec ses grands yeux et tout. C'est une caillasse, mais on s'y attache hyper vite. Encore une fois, je vais rien spoiler, mais il y a des moments pleins d'émotions avec lui.
Et cet humour dont on parle depuis le début, moi, ça m'a pas dérangé parce que ça rend, en fait, pour moi, ça, tu parlais de crédibilité, ça rend le film encore plus crédible parce que dans la vie, c'est réaliste. Dans la vie, il y a des moments drôles, même dans les situations désespérées. Euh, La tu vas voir crédibilité, c'est quelqu'un. pas par rapport à l'humour que je disais ça. Non, mais C'est la par crédibilité, rapport t'es dans à un le gars, film. il prend un Mais- ordinateur, il Non, mais traduit t'es ce que dans un film. raconte l'extraterrestre, quoi. Mais dans un film de SF, Christophe, il rencontre des extraterrestres. Alors, E.T., c'est pas crédible. Star Wars, n'en parlons pas. Alien non plus. Enfin, à un moment, Oui, mais, Voilà, oui, bah, mais, c'est mon ressenti. oui, oui. Non, non, mais Dans attends, les Premier garçons, Contact, il passe le film entier les pour garçons, déchiffrer un Oui, idéogramme. les garçons, Oui, mais les Premier garçons, Contact, si vous me permettez, j'essaie d'équilibrer, pardon, excuse-moi le débat, Olivier, pardon. Ce qu'on appelle c'est le point of disbelief plutôt dont parle Christophe, c'est que on accepte la non-crédibilité de l'univers, mais que dans cet univers qui nous est proposé, il y a un endroit où ça nous paraît. C'est pour ça que moi je disais que effectivement, c'est pas pour donner un point du tout avec Christophe, hein, parce que je suis absolument pas d'accord avec lui, mais j'ai trouvé qu'à des moments il y avait certaines facilités scénaristiques, alors Mais que moi, le je ne suis personnage. pas d'accord avec vous. Hein. Oui. Non, mais Moi, j'adore. c'est juste que, voilà. Mais quand tu dis, moi, j'ai pas aimé parce que ça part dans la comédie. Moi, Oui, je mais te c'est dis, mon c'est une comédie. ressenti. Si toi, ça t'a Oui, pas mais gêné, c'est ton ressenti. Je dis pas que c'est pas bien que t'aies ressenti ça. Ah, Voilà, c'est mon bah, ça, ressenti. Je vais pas aller à l'encontre. Je vais pas te dire que j'aurais dû rigoler et ne pas être gêné par l'humour. Je n'y peux rien. Et je dis pas que vous avez tort. Au contraire, je dis que c'est un bon film, mais voilà, oui, dans lequel c'est t'es pas pas le genre rentré de film toi, qui bien me sûr. touche. Ouais. C'est ça. je Et dis on pas- pourrait je en dis- disserter des heures. J'ai pas été touché. Allez, J'en suis attends, désolé. J'aurais tellement aimé l'aimer. Allez, on va terminer, les amis, on va terminer sur Oui. l'avis d'Olivier et on va passer à notre film. Vas-y, termine, Olivier. Non, mais j'aimerais quand même dire, Oui. Christophe, quand tu pas d'accord avec toi, bah si, t'es pas d'accord avec moi. Après, c'est ton point de vue, Bah c'est le non. mien, il y a zéro souci, mais t'es pas d'accord avec moi quand je dis que c'est pas une comédie. Mais après, bon, le côté, alors, bon, franchement, c'est pas une comédie. Si ça peut t'arranger, je m'en fous. Moi, je voyais qu'il y avait des blagues, ça me faisait pas Non, rire. mais Christophe, Après, c'est pas pour m'arranger. Donc laisse tomber, bah, laisse tomber. non, mais alors c'était pas une comédie. Je me trompe sur le fait que c'est une comédie. Moi, un film où c'est moi, j'ai peut-être la mauvaise définition du mot. Un film qui est censé nous faire rire, pour moi, je considère ça comme une comédie. Mais je me trompe. On dit sûrement pas ça. Ça vient peut-être de moi. Après. Vous avez bien remarqué, vous jouez avec. Moi et la langue française, c'est pas le truc le plus évident du monde pour Non, moi. c'est surtout l'anglais. Donc, C'est surtout l'anglais voilà. pour toi. Et donc le fait que je dise une comédie où on s'en fout, c'en Mais est oui, pas oui, une, oui. ça me gêne pas. Je vois qu'il y a des blagues qui ne me font pas rire. Voilà, là, Ouais. mais le fait que ce soit une comédie ou pas, c'est un non-sujet en fait. Enfin, par rapport à mon ressenti, c'est un non-sujet. Oui, C'est bien juste sûr. que ça glisse vers il y a de l'humour qui ne me touche pas, puis c'est pour moi des incohérences ou facilités qui m'écartent encore un peu plus. Et voilà, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi je me détache du film. Et j'en suis désolé de m'en être non, détaché. non, ne sois pas désolé. Je vous avais dit que ça allait être saignant. C'est ça qui est bien. Voilà, Olivier, on termine quand même sur toi avant de passer à l'autre film parce que là, on passe du temps. Vas-y. Ma critique. On t'a pas entendu. Reprends. J'ai dit, est-ce que sur la prochaine émission, j'aurai le droit de faire 2 fois ma critique? C'est-à-dire Bah de redire une 2e fois ma critique. Ah bah non, là, il donnait une précision. Si je peux me permettre, Olivier. Et là, il donnait une précision. Allez, vas-y, termine. Bon, c'est compliqué là, j'avoue. Non, j'avoue, c'est un peu compliqué. Non, bah voilà. Non, mais j'ai terminé, voilà. D'accord, et bah très bien, t'as terminé là-dessus. Continuons, alors, vous voyez, j'aime bien quand c'est enfin, il fallait attendre à peu près la 20e émission pour qu'on ait un clash. Ouais. Alors, ça, Christophe, je crois que t'es le seul à l'avoir vu, de ceux qui comptent. Je crois que t'es le seul à l'avoir vu, celui-là. Oui. Ouais. Alors, vas-y, dis-nous. Alors, ce qui compte, c'est une comédie dramatique française. Ah, merde. Oui, non, là, c'est vraiment une comédie. Enfin, il me semble. C'est une comédie dramatique française de Jean-Baptiste Leonetti. Alors, ça parle de Rose, une mère de famille
dans une famille assez dysfonctionnelle, qui va rencontrer Jean, un marginal, qui va lui tendre la main, mais cette rose, quand tu lui tends la main, elle prend tout ce qui va avec. Et donc, pour le coup, ça commence comme une comédie, parce qu'il y a même des situations assez improbables, c'est assez burlesque, ce qui crée un décalage. Mais c'est souvent assez jubilatoire. Il y a certaines scènes qui fonctionnent très bien dans l'humour. Et petit à petit, le film va glisser dans le doux amer pour devenir un drame assez sincère. Et un portrait intime et très humain d'une mère courage qui veut tout faire pour sa famille. Et c'est aussi une histoire de résilience et d'entraide. Et ça détourne pas mal les codes de la comédie romantique, parce que pendant un moment, tu as l'impression que ça va partir dans la comédie romantique, mais c'en est jamais vraiment une. Tu as ces deux personnages qui sont totalement en contraste, avec elle qui est toujours pleine d'énergie et lui qui est tout en intériorité. Et le film joue d'ailleurs énormément avec les silences, les regards, les gestes, parce que le personnage de Pierre Lotin est extrêmement mutique, voire même parfois un peu trop. Il y a des fois, tu as envie de le secouer pour qu'il parle. Et ça apporte un côté assez lent au film qui, je trouve, freine un peu le récit. Parce que même s'il y a plein de choses qui sont sympas du film, toute cette lenteur et tous ces moments où Pierre Lotin, il veut pas parler, ça a tendance à vraiment freiner l'histoire et tu te dis qu'ils auraient pu développer un peu plus de choses s'ils avaient un peu moins forcé justement ces silences. Après, les silences de Pierre Lotin servent aussi à faire résonner tout ce que disent le reste de la famille. Après, voilà, il y a aussi des situations comiques, j'en parlais au début, qui sont un peu artificielles avec le côté burlesque. Et étant donné que le film prend un côté dramatique assez sérieux, il devient même très sérieux, ça tombe un petit peu en décalage avec le côté burlesque et artificiel des scènes comiques qui le dessert un peu. Mais ça reste, franchement, ça reste une bonne comédie familiale à voir. Et il y a le jeune acteur, je ne sais pas noter son nom, qui joue le frère aîné de la famille. On va le revoir le mois prochain dans Juste une illusion, là, le film de Toledano et Nakache. Et c'est une petite révélation. Moi, ça fait deux fois coup sur coup que je le vois. Très, 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 très bien. D'ailleurs, je note au passage, pour la prochaine mission, tout le monde, allez voir le film de Toledano et Nakache, Juste une illusion. On en reparlera, ça vaut vraiment le détour. Moi, je vais vous parler rapidement de La guerre des prix. C'est Anthony Michaud, je crois, le réalisateur. Bon, là, l'image, elle est un petit peu dégueulasse. J'aurais pu récupérer une image un peu plus sympa quand même. La guerre des prix qui raconte rapidement l'histoire du personnage joué par Anna Girardot qui se retrouve dans une centrale d'achat et qui se retrouve un peu le cul entre deux chaises. D'ailleurs, on voit très bien sur l'affiche avec Olivier Gourmet qui est en haut, qui est un peu la centrale d'achat, enfin qui représente le mec qui va acheter tout ce que vous avez dans vos rayons de vos supermarchés, et en bas son frère qui est un petit fermier. Alors ça révolutionne pas grand chose. On pense évidemment à La loi du marché, on pense à Petit paysan, à ce genre de film. C'est dommage que la réalisation soit un petit peu plate, mais Anna Girardot est bien. Après, il y a des scènes qui, je trouve, il y a des dialogues qui sont pas ouf, mais il y a des très très bons moments dans le film, surtout, alors je sais pas si ça se passe comme ça en vérité, mais il semblerait que tu te retrouves avec quand tu es un producteur un producteur de quoi que ce soit, et que tu te retrouves face à un type qui est une centrale d'achat. Il te met la pression, tu te retrouves dans une petite pièce un petit peu fermée, comme si tu étais en tôle, et c'est qu'une histoire de pression. Et il y a des très belles scènes de pression comme ça. T'as vraiment le sentiment de te retrouver presque dans un film. Il y a un petit côté thriller qui marche à un temps, mais tu vois tout arriver de tellement loin que c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un film plutôt sympa, parce que moi j'adore ce genre de film un petit peu engagé, et la fin, bon, tu la vois arriver à 10 000 km, c'est un tout petit peu dommage. Après, ça joue pas toujours très très bien. Olivier Gourmet, qui est un immense comédien, t'as l'impression que ses lignes de texte, c'est des onomatopées.
et ça s'arrête un petit peu là. Voilà. À voir quand ça passera, sur Canal ou autre chose. Et Olivier, tu voulais nous parler d'un film sur Netflix, donc le fameux War Machine. Alors tu sais, rien que pour trouver l'affiche War Machine, je suis tombé sur tous les War Machine qui existent, et il y en a quelques-uns quand même des films qui s'appellent War Machine. Ah, c'est à toi. Notamment un avec Brad Pitt. Exactement, notamment un. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ce Netflix movie? Donc c'est le gros succès Netflix du moment. Je crois même que c'est rentré dans les plus gros succès Netflix. C'est Patrick Hughes. Alors moi j'avais bien aimé, il avait fait le Hitman et Bodyguard avec Ryan Reynolds et Samuel Jackson, qui était plutôt fun. Bon, un peu moins son Expendables 3, même si ça restait fun. Avec Alan Ritchson, Jack Reacher. Alors, le pitch d'abord. Des potentiels futurs Rangers partent en exercice, Rangers américains, vous voyez, partent en exercice et rencontrent une gigantesque machine meurtrière extraterrestre qu'ils vont devoir combattre. Donc, bon, c'est clair. On a droit à tous les clichés du film à la gloire de l'armée US. Alors le gars, en fait, à la base, il est gradé, je sais pas dans quelle section, genre un truc commando, mais il voit son frère mourir en Afghanistan. Alors il a des traumas, mais il va devoir les mettre de côté pour sauver son équipe parce que son frère voulait rentrer dans les Rangers, alors il le fait à sa place. Alors, déjà rien que ça, c'est con comme la lune. Tu le vends Les bien. persos, comme d'hab, les persos, ils ont tous un truc à prouver. Alors, t'as le jeune black, t'as le mec mal inséré, t'as une meuf, mais c'est un mec, hein, soyons clairs. Bon, on a droit à des dialogues débiles du style, je cite, hein. On a besoin de ton aide. On n'est pas tous des héros avec une Silver Star. Je suis pas un héros, j'ai laissé mourir mon frère. Ils m'ont donné une médaille pour le pire jour de ma vie. Voilà. Ça vous Donc, résume à peu près les dialogues du film. tu veux dire que c'est une Bon, comédie? Tu veux dire que c'est une comédie de guerre? ouais, non, même pas. Même pas. Même pas parce que je vais vous en parler justement. Alors, en gros, pour résumer le film, c'est un sous-prédator, mais c'est ED-209 de Robocop qui les attaque. Voilà, c'est un ED-209 extraterrestre. Voilà. Euh, la dernière fois que j'avais vu un truc aussi débile dans le même genre, c'était, comment ça s'appelle? Tomorrow War avec Chris Pratt. Et même là, c'est encore plus con. Et pour rebondir ce que tu viens de dire, Lilian, c'est que non, c'est même pas une comédie parce que il n'y a pas le côté nanar que pouvait avoir avec Chris Pratt. Et c'est marrant parce que j'arrête pas de lire je dirais pas des bonnes critiques ou d'entendre genre sur YouTube des critiques ciné, sans dire que c'est des bonnes critiques, mais qui disent ouais, c'est plutôt fun, on retrouve cet esprit des années 90, mais même pas justement. Il y avait un truc fun dans les trucs des années 90 comme ça. Là, c'est hyper premier degré. Ça se prend vachement au sérieux. Euh, c'est hyper réac. Bah, le gros gradé là-dedans, c'est comment ah bah voilà que je viens de perdre son nom. C'est ah bon, je vais retrouver un moment. C'est Dennis Quaid, pardon. Ok. C'est Dennis Quaid. Donc ça donne une idée de la teneur du film. Voilà, non, c'est même pas un nanar. Pour moi, c'est un navet parce qu'il y a justement pas ce côté fun. C'est ultra premier degré. Encore une fois, c'est à la gloire des États-Unis. Ils arrivent à repousser les extraterrestres qui pètent tout. Alors, pareil, hein, grâce à un truc complètement débile, c'est à la limite de je pète devant un briquet, je fais exploser le truc. Et voilà, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Ouais, ok. C'est débile. C'est une bouse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Eh ben, t'as bien En tout fait. cas, moi, j'aime bien
quand vous regardez de la merde comme toi, Lilian, avec ta série du mois dernier, bah, j'ai pas besoin de les voir, mais au moins quand vous en parlez, vous me faites marrer. Ah oui, exactement. Bien, bon, on a terminé sur les films qu'on a vus qu'il fallait voir ou pas voir. Vous aurez bien compris qu'il y a aussi des irréconciliables. On va passer quand même maintenant à l'actu du mois dernier. Qu'est-ce qu'on en pense ? Et bien sûr, nous allons parler des résultats des Oscars, et parce qu'on avait fait des petits paris. Alors, je rappelle quand même que pour les Césars, Olivier nous avait tous démonté un par un de manière délirante. Alors, Nicolas avait fait partie des prédictions de ce que nous avons fait aux Oscars. Alors, on avait prévu pour meilleur film, on avait tous noté Une bataille après l'autre. Et c'est évidemment Une bataille après l'autre qui a gagné. Est-ce que tous les deux vous êtes contents, Olivier ? Ah bah, moi, je suis content de tout ce qu'il a raflé, hein. Je spoil d'avance. Ok. Et toi, Christophe, mérité aussi pour toi ? Comme Olivier, ouais. Pour meilleur réalisateur, on avait tous noté aussi Paul Thomas Anderson. Et c'est Paul Thomas Anderson qui a gagné. On est content pour lui aussi, pour une carrière. Ça couronne aussi quand même une carrière dingo, Ouais, quoi. et enfin. Ouais. Attendez, je regarde en même temps. Meilleur acteur, Christophe et Olivier avaient noté Timothée Chalamet. Et Nicolas avait noté Ethan Hawke et moi j'avais noté Wagner Moura. Bon, autant dire que on est sur un gros zéro tous les quatre, puisque... Et un joli hold-up. Puisque c'est Michael B. Jordan qui l'a gagné pour Sinners. Alors, petite réaction là-dessus, Christophe ? Hold up ? Bah, ouais, pour moi, c'est un hold-up. Même, ouais, il y avait quand même du lourd dans la sélection et qu'il arrive premier devant tout ça. C'est pas le grand atout du film de Sinners. Moi, j'avais même du mal à les reconnaître. Heureusement qu'il y en avait un qui avait un chapeau rouge et l'autre un béret bleu ou l'inverse, je sais plus. Parce que j'avais du mal à les reconnaître quand ils parlaient à l'écran. J'avais du mal à les différencier. Et de là à ce qu'ils chopent l'Oscar, je trouve ça un peu abusé. Après, je dis pas qu'il est mauvais dans le film, mais c'est pas un grand rôle. C'est pas un grand acteur. Olivier ? Bah, moi, je l'ai trouvé bon dans le film et je le trouve plutôt pas mauvais de façon générale. C'est ça, c'est la concurrence. C'est ça qui est fou. Il y aurait bon, je sais pas qui. C'est la concurrence qui me tue. C'est le plus gros braco depuis. Rami Malek, cela dit, dans Bohemian Rhapsody, c'était pas mal aussi. Non, Midnight il y a face à La La Land. Ah ouais, pas mal aussi. Mais non, voilà, gros braco, hein. En même temps, alors c'est horrible, hein, le mec, je l'aime bien, donc je suis content pour lui. Mais après, je pense que Chalamet, Chalamet et Yann, ouais, il c'est a pas ouvert mal. sa gueule, il aurait pas Tu dû. vas nous faire, un Ouais. mix entre Chalamet Ouais. et M. Night Shyamalan. Il va peut-être aller à l'opéra maintenant, Chalamet. Ouais. Mais surtout, petite parenthèse, ce que j'ai pas compris dans ce qu'il disait, c'est que finalement, visiblement, toute sa famille a travaillé dans la danse classique et mis à part la polémique, ce qu'il dit est très con en plus. Parce que va prendre un billet dans certains opéras et tout, c'est limite concert de YouTube, quoi, hein. Alors, on continue dans les meilleures actrices. Pour la meilleure actrice, Christophe, Olivier et Nico, vous aviez prédit Jessie Buckley et moi, j'avais prédit Renate Reigns. Eh ben, vous avez gagné, bien évidemment. Moi, c'est que mon cœur qui a parlé pour Jessie Buckley, pour Hamnet. Réaction, Olivier. Mais toi, tu l'as pas vu d'ailleurs, Hamnet. Je l'ai pas vu, mais visiblement, c'était joué d'avance, hein, et ça a eu un peu. J'ai eu l'impression que ça avait ce même impact dans la salle. Hein. Okay. Quand ils ont dit qu'elle avait gagné, voilà. Ok, Christophe. Bah, c'est le très gros atout du film qui a beaucoup de défauts, mais Jessie Buckley dans le film, elle est énorme et je trouve pas ça étonnant qu'elle l'ait. Ouais. Dans les seconds rôles, on avait noté meilleure actrice dans un second rôle. Bon, bah, moi, le nom imprononçable de
de la sœur dans Sentimental Value. Christophe et Olivier, vous aviez mis Teyana Taylor et je sais pas si Nico, je l'avais pas noté peut-être Nico sur ça, je ne sais plus. Il avait dit la même chose. Eh bien, donc ça a été Amy Madigan pour Évanoui. Moi, ouais, ok, d'accord. Je sais pas, elle est en phase terminale, c'est pour ça qu'on lui file un Oscar. Christophe? Non, mais Olivier, ouais. Moi, vas-y, Olivier. non, mais ça va. Bon, voilà. Ouais, ok. J'ai pas vu de film, entre guillemets. Bon, elle est 10 minutes à l'écran. Oui, bah, tu prends une vieille, tu la fais courir en faisant la sorcière. Bon, voilà, quoi. Non, mais elle est pas mauvaise, mais pareil, elle est très bien dans le film. Après, un Oscar. Christophe? Ouais, je suis un peu étonné aussi, mais bon, après, pour faire l'avocat du diable, je pense qu'elle aura installé un personnage qui va marquer la pop culture. Son personnage Wow. va, je pense qu'au fil des années, ils vont faire un film sur elle, c'est sûr. Je pense Mais que le personnage marquera. Au fil des années, je pense qu'il marquera. Et donc, pour ça, pourquoi pas, mais c'était loin d'être mon premier choix. Ensuite, nous avions... alors, attendez, ce que j'avais noté... Voilà, meilleur acteur dans un second rôle. Moi, j'avais mis Jacob Elordi dans le Frankenstein. C'est très étonnant. Je suis fou, quoi. Non, Non, il aurait pu, hein. Ouais, non, parce que je pense que je me suis gouré. C'est pas elle, c'est pas moi, là. C'est pas moi. Moi, j'avais mis Sean Penn avec Christophe et Nicolas. Et c'est pas toi, C'est Christophe? peut-être Olivier qui avait C'est mis. peut-être Olivier, t'avais Moi, mis j'avais Jacob dit Elordi. Elordi. C'est toi qui avais mis Elordi, Ouais. je m'ai trompé. Et donc, qui a gagné? C'est Sean Penn qui a gagné. Christophe? Ah bah, pour moi, c'est une des plus belles prestations De Sean qu'il Penn ait de fait sa vie, depuis moi. très Ouais. très très longtemps. Ouais. Et donc, ouais, c'est Ouais, 100% mérité. aussi. Olivier? Non, mais mérité. Moi, j'avais dit Elordi parce que souvent, quand il y a deux comédiens ou deux comédiennes d'un même film, il le file à personne. Mais pour pas faire de jaloux. Mais c'est 1 milliard de fois mérité. C'est peut-être même son meilleur rôle, même par rapport à ses Oscars de premier rôle. Ouais. Meilleur acteur. Alors après, qu'est-ce que j'avais noté? C'était meilleur scénario. Meilleur scénario adapté. On avait noté, Nicolas avait noté Hamnet, et tous les trois, on avait noté une bataille après l'autre. Ça a été encore une fois une bataille après l'autre. Pas la peine peut-être d'épiloguer sur ça. Meilleur scénario original. Christophe et moi, on avait mis Sentimental Value, et Olivier et Nicolas, vous aviez misé sur Sinners, et c'est Sinners, évidemment, qui a gagné. Ouais, je sais pas. Je trouve ça bizarre, mais bon, je sais pas, c'est côté hollywoodien. Moi, je n'ai pas été très très convaincu. Un petit mot à dire là-dessus, Olivier? Bah, Oui, bof. Sans même plus. si en fait, finalement, il est inspiré de plein de trucs. Le scénario, ça fait aussi penser effectivement au film de Rodriguez, Une nuit en enfer. Il y a un truc comme ça. Après, juste pour faire polémique avec vous deux, je trouve pas le scénario de valeur sentimentale bien meilleur, quoi. Bon, c'est juste pour faire de la provoque à 2 balles. Hein. Non, ah non, bah en plus je t'en ai Ah, parlé. il a vu le film, et J'en oui, ai on en a parlé parlé justement tout à aussi. l'heure. Moi, je trouve, il y a plein de choses parce que j'ai fait un petit rattrapage pour nos auditeurs. J'ai fait un petit rattrapage. Le film est formidable sur 80% de ce qu'on voit à l'écran. Moi, le scénario, ça m'a pas excité plus que ça. Hein. Plein de trucs que je trouve déjà vus et puis voilà, parce que je me permets de dire ce que j'ai dit aux deux autres. Ouais, il y a un côté cinéma petit bourgeois qui me gêne quoi. Tout comme il me gêne dans certains films français que vous critiquez d'ailleurs. Ouais, mais je trouve qu'Olivier Assayas, c'est pas ce réalisateur-là, quoi. Voilà.
Et puis on va juste terminer par, en tout cas, bon, il y avait plein d'autres choses, hein, évidemment, meilleure musique de film. Nous, sur ce qu'on avait noté, on avait décidé meilleur film international. Christophe et moi, on avait mis Sentimental Value. Olivier, t'avais marqué Le Secret Agent et le It Was Just an Accident, c'était Nicolas. Et évidemment, ce qui a gagné le prix du meilleur film étranger, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Et donc là, voilà. Après, ils auraient pu tous gagner, ça aurait pas été choquant non plus. Oui, La il y avait concurrence était... la Autant scénario, moi, c'est une catégorie où il n'y a rien qui me hypait à mort. Il n'y a pas un scénario qui m'a bluffé cette année dans les créations, mais autant meilleur film étranger, il y avait du level. Sur son ensemble, ça me choque pas non plus, hein, attention. Oui, bien sûr. Et bien, il y a, il y a deux choses quand même qu'on devait noter. On a des gens qui sont morts. Un mot à dire sur Isabelle Mergo? Merci. Non. Voilà, on va pas parler de ces tweets en faveur d'Isabelle Balkany et compagnie. Ce qu'il faut toujours, je sais plus, c'est comme on dit, c'est de séparer l'artiste de l'auteur. Ouais. Et donc Chuck Norris, hein, qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans la gueule. Est-ce que un petit mot à dire sur Chuck Norris, Christophe? Alors moi, Chuck Norris, c'est simple, j'ai regardé sa filmographie, je l'ai vu dans un seul film, c'est La Fureur du Dragon. Voilà. Et il se fait casser la gueule. Sinon, c'était Texas Ranger, j'ai jamais vu la série, mais le mec, il est tellement resté à l'écran, la série est devenue culte, elle a dû passer au moins 15 ans, c'était le dimanche après-midi. Mais voilà, c'était plus un mythe, c'est plus devenu un gars qui faisait des mèmes sur Internet. Alors, c'est pas lui qui faisait des mèmes, hein. C'est pas lui qui les faisait. Oui, enfin c'est devenu... Non, c'est pas lui qui les faisait, mais on le prenait, et puis c'était devenu... tout le monde est plus fort que Chuck Norris. Même là, j'ai lu un truc, c'est pas Chuck Norris qui est mort, il a tué la mort. Mais non, je vais laisser Olivier nous dire que c'est un... Vas-y, Olivier. Alors Olivier, il ne faut pas oublier que... Je vais pas dire ça sur tout le monde. Non, en plus, pour moi, Chuck Norris... Non, mais en plus, vraiment, Chuck Norris, c'est pas un mec dont j'ai été très fan par rapport à des Stallone, Schwarzenegger et tout. Si, quand j'étais plus jeune, j'ai vu Portée disparue, une sorte de sous-Rambo qui m'avait fait plutôt rire. Après, effectivement, bon... Non, mais le mec, je le connaissais pas assez. Après, c'est clair qu'il avait des valeurs qui étaient loin, loin des miennes, quoi. Le mec, voilà, bah, c'était un réac texan, pro-Trump, là, il était devenu pro-Israël. Bon, moi, j'ai pas d'avis. J'ai pas l'impression que c'était un mec pas bien. Voilà, ses idéaux étaient à des milliers d'années-lumière des miennes, quoi. Des miens, d'ailleurs, hein. Ouais. Mais voilà. Oui, d'autant qu'il écrivait quand même depuis 25 ans dans un journal toutes les semaines des articles très centrés, très homophobes, conspirationnistes et tout ça. Pas un mec, hein. Non, c'est franchement, gratte un petit peu sur Chuck Norris et il a bien profité de... alors en fait... Faut pas oublier que c'était un sale con, je le dis. Si ça se trouve... C'était un sale con. Et je pense que c'est pas si ça se trouve. Voilà. C'est marrant comme quoi, enfin on va pas en faire on va pas aller plus loin sur Chuck Norris parce que je suis pas sûr que ça mérite tant que ça. Parlons cinéma plutôt. Que c'est amusant l'imagerie, comment on peut imaginer quelque chose. Même la meilleure blague que j'ai lue, hein, c'était que finalement Michel Sardou, je dis n'importe quoi, Michel Drucker, finalement, Michel Drucker est plus fort que Chuck Norris. Voilà. Mais donc ce serait plus intéressant qu'on fasse des mèmes sur le fait que Michel Drucker et c'est notre Chuck Norris à nous. Il était déjà vieux quand j'étais petit. Voilà, il était déjà vieux quand on était petit d'ailleurs. Olivier, puisque c'est à ton tour de nous parler de ta rubrique box-office. Alors, qu'est-ce qui a marché en France? Oui, quand même, tu as du boulot. Qu'est-ce qui a marché en France et qu'est-ce qui a marché dans le monde? Bah oui, c'est maintenant.
Alors, Vas-y. je prends ma petite liste. Alors, on va parler tout d'abord, on va commencer par les Kings, hein. On va pas partir pour les États-Unis. On va s'arrêter sur 3 films. Donc, effectivement, on en a parlé, on a essayé d'en parler tout à l'heure. Tout d'un coup, j'ai Hail Mary, Le le projet projet Nouvelle Dernière Chance. Chance. Dernière chance, ouais. Dernière Chance. Qui est aussi une nouvelle chance, d'ailleurs. Ils auraient pu appeler ça comme ça. C'est tout à fait vrai. Le film était vraiment parti perdant. Enfin, il était vraiment lancé comme ça allait être un beat énorme, justement pas un truc de franchise. Euh, il y avait de la comédie. Euh, Ça coûtait 200 millions de dollars. Voilà, c'était un truc de MGM, donc Prime, Amazon, ouais. euh, Amazon, pardon. Et finalement, eh bien, ça fait le deuxième aux États-Unis, deuxième meilleur démarrage de la décennie pour un film non franchisé après Oppenheimer. Et actuellement, il en est déjà à 300 millions de dollars dans le monde. Et ça devrait continuer parce qu'il n'a pas perdu beaucoup entre les 2 week-ends. Donc, gros succès, succès inattendu. Et en plus, succès public et succès critique. Peut-être presque même limite plus succès critique que public. En tout cas, on verra après en France. Euh, Il y a le Pixar Jumpers en français, en français, hein, dans le texte, puisque ça s'appelle Oops en anglais. Très bon résultat pour un Pixar lui aussi non franchisé. Euh, Près de 300 millions de dollars aussi dans le monde. Donc c'est plutôt un gros succès par rapport aux derniers résultats de Pixar. Alors, j'aimerais bien le voir, je ne l'ai pas encore vu, mais les critiques sont plutôt bonnes. Voilà, c'est peut-être ce qui aide. En plus, là, il y a les vacances qui vont arriver, que ce soit en France, aux Hmm. États-Unis et dans plein de dans le monde. Donc, je pense que ça va rebondir en plus. Jump, rebondir. Voilà. J'avais Il est une bon. vanne Il tout est à bon. l'heure sur. J'avais une vanne sur, comme ça, un peu dans le même genre, sur le, le Hail Mary que j'ai pas osé faire parce que, voilà, on n'était pas dans le mood. Euh, voilà. Euh, et Scream 7, j'en parlais le mois dernier, qui démarrait genre meilleur de la franchise, des records, machin, mais moins 71% dès la deuxième semaine. Donc finalement, là, c'est en train de stagner à 200 millions de dollars, ce qui fait quand même un énorme score pour la licence Scream. Mais voilà, Hmm. c'est, on va dire, en demi-teinte. Mais comme beaucoup de ces films, spécialement ce qui est film d'horreur, slasher et compagnie, les trucs pour ados, en fait, Hmm. ils y vont à donf la première semaine et ça chute très très vite. En France, il y a eu des succès. Là, le Marsupilami, on en parle chaque mois depuis un moment d'ailleurs, hein, pour Ouais. dire s'il tient encore le coup. Et puis, encore une fois, il va y avoir les vacances. Je pense qu'il va finir pas loin ou même il va aller passer les 6 millions d'entrées. Oh putain. Donc là, déjà, il a dépassé l'opus de Chabat. Hmm. Euh, Jumper, qui, comme aux États-Unis, fait un score plutôt convenable. Il vient de passer le million d'entrées, mais à mon avis, ça va encore une fois décoller avec les vacances. Il y a Cher Parent avec Dussolier et Miu Miu. Donc c'est un gros succès théâtral de base qui est déjà pas loin du million. Il devrait le passer lui aussi. Pépouze comme ça. Alors, démarrage moyen pour le projet Dernière Chance, qui est peut-être dû aussi à la longueur. 413 000 entrées pour la première semaine. C'est pas mauvais, mais ça reste dans un démarrage plutôt moyen pour ce type de film et surtout la hype qu'il y avait autour. Mhm. Mais c'est encore une fois, je pense que c'est dû à la longueur. On verra la semaine prochaine et les semaines prochaines. Grosse déception pour le coup pour les rayons et les ombres. C'est aussi dû à la longueur, je pense, mais pour un film Oui, qui il a fait, moins qui a d'entrées, j'imagine, enfin, il a moins de séances par jour, ça doit Ouais, il a jouer. 3 séances par jour en général, mais quand même, hein, pour un 300 000 entrées première semaine, je pense qu'il y a aussi le sujet qui y fait. Mais même si le truc, c'est que même s'il passe son million d'entrées pour un film qui a coûté près de 32 millions d'euros, j'espère qu'il a bien été vendu à l'étranger surtout.
mais ça risque d'être un ratage au box-office malgré tout. Et je voulais juste te parler finalement du plus gros succès mondial du moment. C'est un film chinois qui s'appelle Pegasus 3, qui c'est une sorte de truc de course de bagnole, un peu comme comment ça s'appelait dans les années 70 avec Burt Reynolds, Cannonball. C'est un peu un truc dans le style. 610 millions de dollars dans le monde, quasi à 98% grâce à la Chine. Oui, bien Donc sûr. voilà. Voilà. Mais c'est le plus gros succès 2026 pour le moment dans le monde. Ouais, il va être rattrapé par Marvel, Dune et compagnie, mais voilà. Bah, Je crois que l'année dernière, le Bah, plus gros succès était déjà un film chinois l'année dernière qui avait pété dessin les animé, 2 milliards 300 000, un truc comme ça. Ouais, 2 millions 2, un truc comme ça. C'était le film d'animation, donc je sais plus le nom là. Mais Voilà. les Chinois, oui, dès que ça cartonne en Chine, oui, ça sera pas, ça sera pas, ça fait pas semblant. Ce sera pas Dune qui rattrapera parce que ça va arriver en fin d'année, donc ça m'étonnerait qu'en 2 semaines les mecs je pense que fassent ça 3 arrivera en milliards. 2027. Oui, voilà. Oui, mais c'est toujours compté quand même sur 2026. Par exemple, quand on parlait du succès de la femme de ménage, non, je pense que Dune sortira en 2027 surtout, parce que il sortira pas le même jour qu'Avenger. Je pense il est prévu le même jour qu'Avenger actuellement. Et en Disney fait, bougera pas sa date. Visiblement, de ce que j'ai pu lire, les deux essayent d'attendre que l'autre décale. Et ça peut être l'un comme l'autre, en fait. Là, les rumeurs, ça peut être l'un comme l'autre. Mais il y aura un décalage, à mon avis. Bon, merci en tout cas Olivier pour ce petit point très exhaustif du box-office. Et on va passer à un autre grand moment de rire pour Christophe. Vous voyez déjà sa tête, puisqu'on va parler du film vintage. Alors je vous ai écrit moi un petit truc, un petit pitch, parce que dire ce que j'en avais pensé, ce que je voulais vous proposer. Je rappelle que je vous avais proposé ce film merveilleux qui s'appelle Fritz the Cat. Si je trouve cette affiche quelque part, je me l'achète. La prochaine fois que je retourne à New York, il faut que je me l'achète. Absolument. Et donc, Fritz the Cat, c'est le dessin animé qui arrive en claquant la porte, avec une bière à la main et un pet de travers. Un vrai sketch ambulant de la contre-culture des années 70. Ralph Bakshi a pondu ce truc en 1972, si je dis pas de bêtises. Et bim, premier film d'animation classé X aux US. En gros, c'est imaginer Mickey en train de se faire pépon par Pluto en prime time. C'est à peu près ça. Fritz, c'est un matou hippie qui est l'archétype du loser branché. Il pécho tout ce qui bouge, ou presque. Il sniffe de la coke, il fait des grosses partouzes, il joue les révolutionnaires, il finit toujours le bec dans l'eau. Sa quête, c'est changer le monde, ou au moins se trouver une meuf pas trop défoncée. Résultat, c'est un festival de plans foireux où il se prend des tartes cosmiques, genre le mec qui veut draguer en manif et se retrouve à essuyer des bastons raciales absurdes. C'est hilarant parce que Fritz est con comme un balai, mais il s'aime tellement qu'on en rit jaune, un peu comme votre pote qui poste des selfies woke sur Insta après 3 verres. Voilà. Christophe, je te laisse y aller avec la tronçonneuse. Oui, ça a été très très compliqué. Je l'ai fini une demi-heure avant le podcast parce que je le regardais par tranche de 5 minutes. Ce qui n'est pas très gênant parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario, ça va plus être des petites scénettes et je pense que ça c'est dû à la BD. Alors j'ai pas lu la BD mais je pense que c'est comme du Gaston Lagaffe, ça devait être une page, une histoire, j'imagine. Parce que là il n'y a pas de réel scénario dans le truc. Mais moi le gros sujet c'est pas de savoir est-ce qu'on pourrait encore sortir comme un film comme ça aujourd'hui, c'est plutôt est-ce qu'il aurait fallu sortir ce film à l'époque. Parce que... Alors, bon, c'est provocateur et subversif. Alors, je vois que ça veut critiquer la société de l'époque, mais moi, j'ai ressenti plus souvent du malaise qu'une réelle satire sociale, quoi. Parce que c'est vulgaire, c'est misogyne, c'est raciste, et alors. Il faut prendre du recul pour se remettre dans le contexte. Alors j'ai pris du recul, mais à un moment j'ai failli tomber de mon balcon. Et donc, non, ça a été très très dur. Après, je l'ai quand même fini. J'ai fait mon travail. Et voilà. Et même la scène finale, tu te dis,
Ce chat, il va avoir un pompon et ça repart dans l'orgie. C'est nawak. C'est nawak. Mais attends, t'as quand même la scène où son pote. Alors, faut savoir qu'on va en parler aussi. Hein, les Noirs sont représentés en corbeaux. Il y a toute une représentation de la communauté juive qui est un peu particulière aussi, sous forme de cochon. Donc, c'est un peu ardos. Mais quand son pote se fait tuer avec les boules de billard qui vont partout avec les derniers battements de cœur, je trouve qu'il y a une idée de cinéma là-dedans, moi, que je trouve totalement dingue. Donc, allez, Olivier. La représentation de la femme dans le dessin animé aussi, Ah ben c'est non, pas mal. c'est un délire. c'est un délire. Olivier. Bon, ça vieillit. Moi, je l'avais vu, alors, disons que j'avais peut-être 15 ans, donc fin des années 80. Ça m'avait fait délirer parce que je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ça vieillit. Mais je trouve qu'il y a encore un truc, pour moi, qui fonctionne. Parce que c'est une satire de l'époque. Le sexe, la violence, la drogue, effectivement, le racisme. Et il y a un truc que j'avais pas chopé à l'époque, évidemment, où je l'ai vu la première fois. Moi, ce qui m'a plu, là, en le revoyant, c'est qu'il y a un truc, mais complètement nihiliste. Euh, c'est un nihilisme absolu. Ça croit en rien, ça se fout de tout, c'est hyper cynique. Euh, Même encore aujourd'hui, ça reste corrosif et complètement à contre-courant. Euh, et pareil, ça je l'avais pas vu à l'époque parce que j'avais peut-être pas encore lu le bouquin, mais c'est un peu la version vulgaire de La ferme des animaux d'Orwell. C'est pas complètement innocent non plus cette utilisation des animaux. Alors tu parlais des noirs qui sont présentés par des corbeaux noirs. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, Bakshi, le réalisateur, il a bossé sur Ekel et Jekyll, les corbacs là. Donc, et puis c'est lui aussi, je m'en souvenais plus, qui avait fait la première version du Seigneur des Anneaux en animation, qui était en rotoscopie là, qui était un peu chelou. Ouais. Mais donc oui, je pensais à la ferme des animaux. Ça m'a fait penser aussi à un truc un peu what the fuck à la Orange Mécanique. Ouais, moi j'ai aimé. Ça continue à me faire délirer. Effectivement, c'est tout et n'importe quoi. Il y a des moments où c'est vrai que c'est limite, mais Plus que limite. À l'heure d'aujourd'hui, encore une fois. mais ouais, même je Ouais, pense pour cela dit, l'époque. même à l'époque aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a des blagues, il y a des blagues sur le viol. Il y a des blagues sur le viol. Mais ça a été un gros succès à l'époque. Hein, en plus, j'ai vu les chiffres, c'est assez fou. Si on réajuste le dollar aujourd'hui, c'est un film qui approcherait les 100 millions de dollars. C'est incroyable. Et pour le fun, la voix française, parce que moi je l'ai regardé en français, évidemment, comme tous, je pense. C'est la voix de. Vas-y. Roger K. C'est énorme. Et les flics, c'est Jacques Balutin. C'est vrai, bah oui. Mais oui, bien sûr. Les juifs, alors c'est des juifs, c'est des flics juifs en plus avec le vieil accent caricatural. Et en plus avec un accent de Jacques Balutin qui te fait une espèce d'accent du Sentier. Ouais. Donc même et donc on sait qu'à l'époque, au niveau du doublage, c'est même les mecs, enfin Paturel et tout ça, quand ils doublaient Starkey Hutch, les mecs se faisaient vachement plaisir aussi. Donc c'est ça qui est aussi étonnant. Il y a un vrai truc. Alors je pense qu'évidemment, c'est une œuvre cinématographique un peu particulière. Il faut savoir que... Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'était de dire, est-ce que ce film-là, aujourd'hui, on le ferait? Moi, j'avais noté, si tu fais ce film-là aujourd'hui, avant même d'avoir posé le storyboard, t'es cancel sur X en moins de 3 minutes et demie. J'avais noté, c'est le grand-père bourré qui raconte ses conneries de 68 au dîner, puant, obscène, génial et impossible à inviter sans que la famille pète un câble. C'est ça. Et il faut savoir que Robert Crumb, le papa de la BD originale, a vu le film, il s'est pissé dessus de rage en disant c'est de la merde vulgaire. Ouais. Donc voilà, merci les amis quand même d'avoir revu ce film parce que
J'en avais un souvenir très très lointain, vu que c'est même un film qui est arrivé avant même que je sois né. Mais voilà, je pense qu'on peut le trouver sur YouTube si jamais vous voulez le voir. Ouais, sur YouTube. Moi, c'est comme ça que je l'ai regardé. Et c'est très court, hein, c'est 1h15. 1h17. Il est génial. Chérie, on a fait l'amour 37 minutes,2. Ça fait un peu Rainman quand même. Hein. C'est vrai, mais Ouais, c'est c'est un peu ça. c'est pas faux. En C'est tout pour ça cas, que c'est toi qui gères le box-office. exactement. Alors, je crois que si Nicolas et si Florian avaient été là, ça aurait été à eux de choisir le film vintage, mais c'est aujourd'hui à Olivier de nous dire quel film nous allons voir. Et Christophe a demandé un film avec de la poésie. Alors, Alors la poésie chez Olivier, il faut faire gaffe. je vous assure qu'il n'y a aucun trucage. Donc justement, comme tu disais Lilian, pour connaître un peu le backup comment dire, le background de l'émission, Christophe m'a envoyé un petit mot en mettant si tu nous proposes un truc, mets un peu de poésie quoi. Et j'avais déjà choisi le film que j'allais vous demander de regarder. Et donc je vous assure, c'est une cascade réalisée sans trucage. C'est le Cercle des poètes disparus. Ah bah, Ah, merci. je l'ai revu il y a peu de temps. Donc, Ah bah C'est voilà. vrai? ouais, je l'ai revu il y a peu de temps. Bah en fait c'est Ah bah, un des c'est bien. films, c'est un des films chouchous des jumelles aussi à la maison. Donc voilà. Donc effectivement. OK, Le Cercle des Et poètes Ça disparus. doit faire 20 ans que je l'ai pas vu. Ah Donc ça va ouais. faire vraiment plaisir de revoir. Ouais, ouais. Bah, Mais je vais vous j'adore. donner Mais je ça vais vous fait. donner ma critique tout C'est de ce suite genre alors. de film culte que j'ai vu il y a très longtemps, mais que je n'ai pas revu depuis longtemps. Mais Bon, puis Robin Williams, merci. voilà. Et plein de jeunes acteurs. Plein de jeunes acteurs. Ah ouais. Il y a Ethan Hawke aussi dedans. Ethan Hawke, ouais. Ouais, Exactement. qui a 12 ans et demi. Ok, et bah, on va repartir sur ça. Et puis, voilà, alors quand même, on arrive, on dépasse, hein, bien évidemment, le temps imparti de 1h15, mais je vous avais dit que c'était une mission mouse costaud. Et encore, je n'ai pas laissé les deux autres là s'entretuer. Donc, on arrive en fin d'émission, c'est les recommandations à lire, à voir, à boire, à manger, enfin ce que vous voulez. On commence par toi, Christophe, mon cher Christophe, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi, je vous propose le Testament d'Annie. Le Testament de l'Annie, c'est un film qui est sorti au début du mois. Alors, il est sûrement plus disponible en salle parce qu'il a eu une très mauvaise promo. Il est sorti dans 70 salles, je crois. Mais il est déjà disponible sur Prime Video. Donc, si vous avez Prime Video et un compte VPN, vous pouvez toujours vous le rattraper. Et sinon, bah, attendez, parce que ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est une très belle surprise. C'est la vie d'une créatrice d'une secte religieuse. C'est un film de Mona Fastvold et Brady Corbet. Et si ces noms vous rappellent quelque chose, c'est parce que eux deux, ils sont mari et femme et ils ont écrit ensemble aussi l'année dernière Brutalist, sauf que c'est son mari qui l'avait mis en scène. Et les films se répondent sur plusieurs trucs. C'est l'obsession d'un personnage dans Brutalist, l'architecture, là c'est la religion. Il y a le côté du rêve américain parce que tous les deux vont aller aux États-Unis pour faire leur grand projet. Et il y a un truc qui les réunit, c'est ils ont un budget assez dérisoire. Je crois que c'est une dizaine de millions de dollars là encore. Et il y a une densité visuelle qui est complètement folle. Il y a vraiment une reconstitution de l'époque. Et au niveau de l'image, elle fait des images assez dingues. Elle travaille vraiment le clair-obscur, ce qui donne des côtés. Souvent, tu as l'impression d'avoir des tableaux religieux du Caravage. Et visuellement, c'est très très fort. Et surtout, il y a Amanda Seyfried. Seyfried. Comment Merci. Siegfried. C'est le grand atout du film. Elle est habitée par son personnage. Et d'ailleurs, j'étais étonné qu'elle ne soit pas nommée aux Oscars. Elle l'avait été aux Golden Globes et elle fait une prestation. C'est le rôle de sa vie, quoi. Elle n'aura jamais un autre rôle comme ça. Elle s'investit corps et âme dans son rôle. Elle est bluffante. Et le film va adopter son point de vue. Alors, ça peut gêner parce que c'est la créatrice d'une secte, mais tu es vraiment sur son point de vue. Le film ne va pas chercher à la juger. Après, voilà. Tu es spectateur, tu as le droit de réfléchir.
tu la juges toi-même. Il n'y a pas besoin que le film te juge qu'elle est en train de te créer une secte. Surtout que c'est une secte, c'était perdu à l'avance leur truc. Leur secte, ils n'avaient pas le droit de faire l'amour. Donc, c'est-à-dire que Ça dit, c'est original pour une secte. Hein. voilà, mais ils C'est pouvaient pas original pour une secte. créer leur, ils pouvaient, ils pouvaient pas créer leurs futurs membres. Fallait qu'ils constamment, ils recrutent parce que de toute façon, ils pouvaient pas faire de nouveaux membres eux-mêmes. Et c'est quand même un peu con. Et ce qui fait que la secte a fini par disparaître. À la fin du film, ils te disent il reste 2 membres de la secte dans le monde aujourd'hui. Ah bah Et il y a une super, ambiance très hâte. tu nous as spoilé la fin, quoi, le gars. Ah ouais, Mais bon, non, j'ai mais c'est pas. Ça change rien à l'histoire. Mais voilà, c'est au point que le problème de reproduction c'est con comme principe. Mais ouais, non, et un truc du film, ça fait le choix radical d'être une comédie musicale. Et là, tu pourrais perdre énormément de personnes, sauf que déjà, la partition musicale est assez dingue, les chansons sont assez folles, ça mélange des chants religieux avec une musique folk, c'est assez fou. Et c'est pas là que pour faire joli, parce que cette secte, sa façon de communier avec Dieu, c'était chanter, danser et rentrer en transe. Et donc très souvent, c'est leur culte qui est retranscrit à l'écran sous forme de comédie musicale. Mais ça a un sens parce que c'était leur façon de parler avec Dieu. Et ouais, non, c'est vraiment une œuvre fascinante et ça sort des standards. Et moi, ça a été une grosse surprise. Il y a quelques défauts, notamment toute la partie qui se passe en Amérique est moins intéressante, mais très beau moment de cinéma. Très bien. De mon côté, je vais vous faire une recommandation aussi de film et un film qui m'a énormément marqué. Alors, je crois qu'il marchotte, mais ça peut-être qu'Olivier nous le dira. J'ai envie de vous parler de Pilion, qui est un film... ouais, enfin en tout cas, je l'ai vu encore à l'affiche à Paris cette semaine. Donc, alors, à Paris, bien sûr, je pense bien qu'à Condé-sur-Sarthe, Sablé, en Gironde, il n'y a pas. En tout cas, Pilion, c'est un film d'amour. J'ai noté, c'est un film d'amour tendre et libertaire où Harry Melling, timide, sensible, alors je crois qu'il est pervenche, c'est un film anglais, il rencontre un biker de ouf, incarné par Alexander Skarsgård, qui est beau à mourir, sauvage et charismatique, et il va monter derrière lui sur sa moto pour une grande histoire d'amour. Alors, c'est un peu particulier. C'est vrai que quand on dit comme ça, bon bah voilà, c'est une histoire de 2 hommes. Sauf que bah il y en a un qui va être soumis. C'est le petit pervenche qui va être soumis à Alexander Skarsgård. C'est impossible à dire, c'est non, les gars. Et il va en être. L'autre va être son petit bonhomme à tout faire. Alors il y a des scènes évidemment simulées, des scènes de sexe très fortes et des trucs qui te semble être, voilà, un petit peu... Il y a un moment, tous les motards se retrouvent, ils ont chacun leur petit soumis à eux, leur petit esclave sexuel. Et pendant que les mecs sont en train de jouer au volleyball, en train de déconner, enfin vraiment les mâles alpha, t'as tous leurs petits soumis qui sont alignés sur une table, les fesses à l'air, et qui sont assis comme ça et qui attendent. Voilà, et qui attendent longtemps. Mais en fait, tout est tourné et tout est fait de manière à ce que ça soit hyper naturel et qu'il y a absolument pas question de coup de poing dans la gueule ou quoi que ce soit. C'est juste de la soumission parfaitement consentante et c'est d'une tendresse ce film alors que ça te parle un truc un peu vénère. Les scènes avec les parents qui cherchent absolument un petit copain pour leur fils, c'est tellement doux. L'homosexualité n'est absolument pas un sujet du film. Voilà, c'est ça qui est vraiment important. L'homosexualité, c'est absolument pas un sujet. Et puis, on voit petit à petit, évidemment, on se doute que le sujet du film, c'est comment Harry Melling va devenir quelque part, va essayer de se rebeller légèrement pour attendre de la part de son motard sans émotion, un petit peu d'amour. Et quand il y a la bascule qui se passe, il y a quelque chose de vraiment de merveilleux qui se passe dans le film. Le film, il peut se voir à plein d'étages, tu peux le revoir, il y a beaucoup de choses dedans. Il n'y a rien de choquant,
Alors évidemment, la première scène de sexe, c'est une petite pipouse à l'arrière d'un bar, comme ça, tranquillou, puis les mecs qui posent leur yinche dans le coin. Je vais promener mon chien, puis je vais faire une petite pipe tranquille à un autre gars. Mais en fait, il y a tout est vachement tendre, je trouve, moi, dans le film, que j'ai trouvé absolument merveilleux, une vraie pépite qui m'a beaucoup ému. Est-ce que ça fera partie de mon top 10 à la fin de l'année? Je pense pas, mais ça fera sûrement partie de mes en tout cas de mes coups de cœur. J'espère que ça vous a donné envie, les amis. Pour répondre à ta question, 55 689 entrées. Sur combien de salles? Pas beaucoup. Je pense pas qu'il soit sorti dans les normes de salles. Ouais. Il n'y a pas marqué le nombre de salles. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de salles aussi. Ça reste peu. Oui, bien sûr. En dessous de 100 000, ça reste vraiment peu. Olivier, ta recommandation? Alors, je vais faire beaucoup moins dans la finesse que vous, même la finesse cinématographique, hein. C'est dans ma quête du retard 2025, j'ai regardé un film. Alors, je le dis tout de suite, vous pouvez, si vous avez envie de le voir, c'est sur Canal+ en ce moment. Ça s'appelle Dangerous Animals. C'est 2025. C'est d'un réalisateur australien qui s'appelle Sean Byrne. C'est l'histoire d'une jeune surfeuse qui est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Elle est séquestrée sur son bateau et va devoir s'en sortir. Pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que, alors, il y a un peu une mode en ce moment, c'est de mélanger les styles, de faire des crossovers de styles. Là, on est entre le film de serial killer et la sharksploitation, les films de requins, hein, qui est vraiment, depuis Les Dents de la Mer, qui est un genre en lui-même. Et là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que ça fonctionne parce que c'est ludique et fun. Je pense, je sais pas si Lilian, tu l'as vu, je sais que Christophe l'a vu. Je pense, par exemple, à Long Legs, pardon, avec Ah oui. Nicolas Cage, J'ai vu. Ouais. qui mélangeait, pareil, les films de serial killer et les films fantastiques, un peu dans le style des, comment on appelle ça, là, les films d'horreur un peu intellectuels, voilà. Et que je trouve complètement premier degré, hyper poseur. Enfin, c'est un peu tous ces films, cela dit, à la limite d'évanouis, que quand je les vois, je me dis, waouh, c'est surcoté par rapport à ce que, justement, souvent les critiques en disent. Euh, Là, voilà, c'est juste du fun. Ça se joue des clichés. En plus, c'est ça qui est intéressant. À chaque fois, on se dit, ouais, là, on va tomber dans un truc, le cliché, voilà. Et en fait, le réalisateur trouve toujours un truc pour les contourner. L'héroïne, c'est pas une énième Scream Girl qui court comme ça derrière le mec avec la tronçonneuse. C'est une vraie guerrière, un peu dans le style Ripley, quoi. Les dialogues sont vraiment cool. J'aurais pu aussi vous en sortir, comme tout à l'heure avec War Machine, et des trucs qui sont très très drôles. À certains moments, ça part complètement dans le too much, mais en fait, ça passe crème parce que voilà, ça se prend pas au sérieux. Et, et pareil, ça sera pas, je mettrai pas ça dans un top 10, dans un top 20, mais là où on trouve plutôt, ou dans les films de requins, on trouve vraiment, mais même plus aujourd'hui, on trouve même plus des nanars dans les films de requins. On trouve que des navets, des trucs faits avec des effets spéciaux à 2 francs 6 sous. Là, c'est un film à petit budget. Les requins, on les voit pas énormément. Mais voilà, l'idée de ce tueur en série qui utilise les requins, moi j'ai trouvé ça fun. Ça m'a fait kiffer. Je vous le recommande. Canal+. Ok, mais moi je vais plutôt regarder Alors, War Machine. Pour la petite anecdote, je viens d'ouvrir mon classement 2025 parce que je l'avais vu. Donc j'avais vu 94 films l'année dernière, il est classé 91e. Ah bah désolé. Oui, non mais après, voilà. On aura compris que vous serez réconciliable. T'aimes pas les coups de fun, en fait, je pense. Oui, il y a sûrement ça. Il y a sûrement ça. Hein. Je pense pourtant que tu as aimé Les Gardiens de la Galaxie. Et je l'ai regardé parce que il a de très bons retours pour le coup.
Ouais, non mais blague à part, ouais, ça sort de l'ordinaire et c'est fait de façon, ni pour le coup, contrairement à War Machine, ni complètement con, heu, ni j'essaye de me la raconter, donc voilà, moi ça dure 1 heure et demie, j'ai passé un bon moment en regardant ça, ça m'a fait marrer, quoi. Bien. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission, quasiment 1h40, et je vous avais dit qu'on avait une petite surprise à la fin. Alors, rien d'extraordinaire, mais c'est tout frais, c'est tout neuf, c'est tout chaud. Alors, je ne pense pas qu'on va le voir à cause de la lumière, etc. Ça fera pas le jour. Bon, en tout cas, sachez que si vous regardez pas en plus cette émission, c'est pas très audiophile. Sachez juste que le compte Instagram de Dans un état critique est actif. Voilà, on a un Instagram de Dans un état critique. Donc vous pouvez venir vous abonner sur ce compte Instagram Dans un état critique. Qu'est-ce que vous trouverez sur ce compte Dans un état critique, puisqu'on va le faire évoluer, on sera 3, 4, 5 contributeurs dessus. L'idée, c'est de vous faire des petits réels, des petites vidéos de 30 secondes, simplement quand chacun de nous sort du cinéma, en 30 secondes, en vous disant on y va ou pas, et ça vous permettra de voir un petit peu notre tendance. Bon, voilà, par exemple, on sort de voir tel film, moi je vais vous dire, oh là, c'est le masterclass de l'année, et puis la vidéo suivante, ça sera Christophe pour dire ce film a duré 6 heures, alors qu'en réalité je viens de passer 1h30, je me suis fait chier, une comédie de science-fiction, ça n'existe pas, c'est de la merde, ça c'est Olivier qui fera ensuite une vidéo sur ça. Donc voilà, vous trouverez ce genre, l'idée c'est de faire 3-4 publications par semaine. Vous trouverez aussi des extraits plus grands de ces émissions, c'est notre rendez-vous par mois. Voilà, on essaiera d'avoir un petit peu d'actualité sur ce compte Instagram. En tout cas, voilà. Donc c'est Dans un état critique sur Instagram. Vous nous retrouvez très facilement. Pour le moment, il y a 0 amis, 0 follower, 0 suivi et aucune publication. Mais ça va arriver, bien évidemment, les amis. Voilà. Christophe, merci. Merci à vous et au mois prochain. Et bien sûr, au mois prochain. Olivier, merci à toi aussi. Merci aussi pour la rubrique. Merci à toi. Et voilà, donc c'était notre plus longue émission, mais je vous avais prévenu, il y avait du boulot. Et encore, au mois d'avril, il y a aussi des grosses sorties. Si un jour j'arrive Et n'oubliez pas, allez voir Juste une illusion. Voilà, on ira voir Juste une illusion, on en parlera. Donc si j'arrive à réunir un moment mon équipe à chaque fois, on essaiera de faire un épisode tous les 15 jours, sinon ça sera une fois par mois. Et on fait un gros bisou, je sais, à notre meilleure auditrice, dès que ça sort, c'est Jennifer qui nous écoute tout le temps. Voilà, on finit comme d'habitude dans un état critique. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, on vous souhaite de faire de bonnes toiles. Ciao!